suis ravi d'être là avec vous. J'ai choisi de parler d'un sujet qui est difficilement contournable, hein, c'est l'immunonutrition, comment se renforcer dans cette situation qui perdure là malheureusement et qui se complique avec des tas de variants plus dangereux. Donc bon, je pense que là, il n'y a pas de dessin à faire. On va essayer de vous communiquer en 45 minutes quelques outils pour résister mieux, que ce soit en prévention ou si on est atteint. Il y a des protocoles beaucoup plus techniques que je n'aurai pas le temps de développer, mais je vous donnerai des liens à la fin si vous voulez creuser la question. Il y a plusieurs livres sur le sujet et plusieurs articles accessibles sur Internet que vous verrez à la fin du… Bon, je vais être obligé de sauter vu le temps que j'ai. Il y a presque 130 diapos, donc il y a des choses sur lesquelles je vais passer assez rapidement. Mais bon, on va se débrouiller pour voir comment on peut vous communiquer le PowerPoint si vous voulez le fouiller de plus près. Donc, comme vous le savez, ce sont surtout les seniors, les personnes âgées, porteuses de maladies, ce qu'on appelle des comorbidités qui sont touchées, hein, souvent des pathologies qui ont une dimension inflammatoire. Et vous savez que cette mortalité liée au Covid, elle est surtout liée à cette inflammation. Vous avez entendu parler de tempête de cytokines. Bon, c'est très compliqué. En fait, il y a des protéines qui pourraient déliter l'hémoglobine et détaché du fer de l'hémoglobine. Le fer est un facteur de prolifération des virus et un très violent pro-inflammatoire dans le poumon. Donc, comme vous le savez, les gens ont la saturation en oxygène qui baisse et malheureusement, ils meurent surtout de détresse respiratoire. Donc, la première chose à faire en tant que nutrithérapeute ou en intervention nutritionnelle de naturo, c'est de prescrire une alimentation anti-inflammatoire. Alors, comment suivre une alimentation anti-inflammatoire? D'abord, la première chose, c'est que l'aliment le plus inflammatoire de l'assiette, c'est les viandes. Du fait de la présence de fer, qui est donc, on a dit, un violent pro-oxydant, mais aussi un facteur de prolifération des virus, d'acide arachidonique, c'est la seule source d'acide arachidonique, je pense que vous en avez entendu parler, hein, qui est un précurseur de prostaglandine violemment pro-inflammatoire, mais aussi c'est très riche en leucine, un acide aminé qui domine dans le muscle, et la viande c'est du muscle, qui stimule un chef d'orchestre de l'inflammation, mTOR, qui est aussi un accélérateur du vieillissement, et bon, qui a des tas d'autres inconvénients embêtants. Et par ailleurs, il y a énormément de virus et de bactéries. Plus de 80% des viandes sont contaminées, 61% d'entre elles par des bactéries antibiorésistantes. Et même tuées par la cuisson, elles génèrent ce qu'on appelle des endotoxines qui passent dans le sang et produisent un pic inflammatoire très important dans les heures qui suivent la consommation de viande. D'ailleurs, à ce propos, en passant, pour les gens qui ont besoin de fer, la viande reste une bonne solution, meilleure que les compléments où le fer est très, très dangereux. Mais il faut la consommer à midi et pas le soir à cause de cette poussée inflammatoire qui va perturber, on va le voir, le sommeil, c'est le moment principal pendant lequel on va se défendre, on va opérer les opérations de maintenance. L'autre cause d'inflammation d'origine alimentaire, c'est la consommation, vous en doutez, de produits agroalimentaires industriels trop riches en sucre rapide, graisses saturées, sel et additifs. Les additifs, comme les édulcorants et autres, ont été montrés perturbateurs de la flore. Et comme vous le savez, la flore joue un rôle important dans l'inflammation. Et récemment, on a découvert que le sel était aussi stimulant d'une population de lymphocytes inflammatoires. Donc, la consommation d'aliments ultra-transformés est inflammatoire. L'étude Nutrinet, qui suit là pratiquement un demi-million de Français, a récemment montré qu'elle augmente les pathologies digestives du style Crohn. À l'inverse, la consommation de végétaux, ça vous en doutiez, d'aliments riches en magnésium, oméga 3, polyphénol, les agents pharmacologiquement les plus puissants anti-inflammatoires qu'on ait dans l'assiette, hein, c'est les polyphénols, on va y revenir, est très insuffisante chez la plupart d'entre nous. La quasi-totalité des polluants en plus qui viennent de partout, l'air, l'eau, les vêtements, les lieux de transport, etc., ont des effets inflammatoires. Et les pesticides, c'est mal connu, mais pourtant, c'est vraiment… Vous savez que c'est aujourd'hui, d'ailleurs, depuis samedi, en fait, qu'on a ouvert la semaine sans pesticides, qui est promue par l'association Génération Future, que je vous encourage à soutenir. Ces pesticides sont immunodépresseurs. Et donc, si on veut se mettre au bio, c'est le moment, hein, parce que le fait de manger pas bio, ça rajoute encore à notre vulnérabilité. Les phénomènes inflammatoires, cousins du stress oxydatif, augmentent avec l'âge,
ainsi que l'accumulation du fer. Et c'est évidemment plus préoccupant chez l'homme qui n'a pas de règles et mange plus de viande que les femmes. C'est un vieux truc dans l'inconscient collectif. Les hommes pensent que la viande rend fort. C'est pas totalement idiot dans le sens où si on manque de fer, mais il se trouve que les hommes ne manquent pas de fer, ils en ont trop, et c'est les femmes qui peuvent manquer de fer à cause des règles ou de la grossesse, et donc c'est un paradoxe qui est absurde. Ceux qui mangent le plus de viande, ce sont les hommes qui en ont le moins besoin, et ça réduit leur durée de vie en moyenne de 7 ans, ça augmente le risque de cancer et le risque de mortalité aussi. Vous avez vu dans les statistiques sur la Covid qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui décèdent suite à la Covid. Cette inflammation est, avec la sédentarité, le manque de zinc, la cause majeure de perte de masse musculaire. La sédentarité a aussi un rôle inflammatoire, alors que l'activité physique régulière a un rôle anti-inflammatoire. Oui, c'est un ensemble. Souvent, en thérapie, on fait un programme global, mais bien sûr, vous êtes familier avec ça, c'est aussi le fondement de la naturopathie. Or, la masse musculaire est un réservoir de glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé. Les acides aminés, comme vous le savez, c'est les briquettes qui forment les protéines. Et contrairement à la plupart des cellules qui utilisent du glucose ou parfois des acides gras comme carburant, les globules blancs utilisent la glutamine comme carburant privilégié. Et ça a des conséquences très importantes, on va le voir dans la suite. On va utiliser la glutamine pour soutenir l'activité des globules blancs qui ont besoin d'énergie pour se multiplier et fabriquer des anticorps. Et par ailleurs, enfin, toutes ces comorbidités cardiovasculaires et autres qu'on a montré augmenter les risques de décès ont toutes des composants inflammatoires, y compris le surpoids et le diabète. Ensuite, encore inflammatoire, le stress même psychologique. Grâce à un chercheur japonais qui s'appelle Yagi, on a découvert que la noradrénaline, qui, vous le savez, est le médiateur du stress, fait rentrer massivement du fer dans les cellules, ce qui favorise à la fois l'inflammation et la multiplication virale. La sédentarité, on l'a déjà mentionné, bon, je passe. Alors, par ailleurs, très important, c'est que près de la moitié des personnes dans nos sociétés ont des sommeils soit trop courts, soit non suffisamment réparateurs. D'ailleurs, la catégorie de population la plus touchée sont les ados, qui passent beaucoup de temps le soir sur écran. En plus, les écrans diffusent la lumière bleue qui écrase la mélatonine. Ça réduit leur qualité de sommeil et ça les vulnérabilise. Bon, heureusement, ils sont un peu moins vulnérables que les plus âgés, mais ça reste un problème et surtout donc, les troubles du sommeil affectent aussi évidemment les seniors. Or, ce phénomène non seulement augmente l'inflammation, mais réduit les capacités de défense anti-infectieuse. Celle-ci, en effet, se déroule de manière privilégiée la nuit, comme toutes les opérations de maintenance, quand l'énergie est non utilisée par les activités physiques et intellectuelles, puisque le jour, on dédie notre énergie à ça. Donc, c'est la nuit qu'on se défend, qu'on se répare, qu'on répare l'ADN, qu'on évacue les protéines endommagées, ce qu'on appelle l'autophagie, ce qui est très important, par exemple, contre les maladies neurodégénératives. Au final, pour finir sur ce chapitre de l'inflammation, consommer plus de végétaux. Bon, ça, ce n'est pas un scoop, hein. Aliments riches en principes actifs anti-inflammatoires, comme les fruits et légumes orange, rouge, violet, noir. Donc orange riche en carotène, rouge en lycopène, violet en polyphénol, noir. Les plus puissants étant les myrtilles, fraises, framboises, cerises, grenades, etc. Le thé, surtout le thé vert, encore plus le thé vert matcha, une poudre qui est très très dense en polyphénol qu'on peut ajouter un peu n'importe où. Des infusions comme le rooibos, l'hibiscus, les betteraves avec les anthocyanes, sont violettes parce qu'elles sont riches en polyphénol. Les oignons en quercétine, la peau des pommes, mais à condition qu'elles soient bio évidemment, sinon elle est bourrée de pesticides, 30 traitements par pomme. Les amandes entières ou sous forme de purée, le chocolat noir. Bon, c'est une liste assez sympa, hein, à promouvoir auprès de vos patients. Et donc, en remplaçant les viandes par des végétaux riches en protéines comme le soja, le quinoa ou l'association classique, légumineuse céréales, qui apportent toutes les protéines dont on a besoin, on n'a absolument pas besoin de viande pour les protéines. On a besoin de la viande pour le fer. Il existe du fer dans les végétaux, mais mal absorbé. Donc, en cas de grossesse ou de forte croissance chez l'enfant ou chez l'ado, la viande pourrait garder sa place. Moi, je ne suis pas un partisan du véganisme ou du végétarianisme à tout craint, parce qu'il y a des populations comme les femmes enceintes ou les enfants ou les ados en forte croissance qui ont besoin de fer. On ne peut pas leur donner du fer par le complément
c'est hyper oxydant, ça fait exploser l'inflammation dans le tube digestif et c'est un facteur de prolifération des virus, des bactéries. Donc on ne doit pas mettre le fer dans les compléments. Je me bats depuis 30 ans pour qu'il y ait l'interdiction de mettre du fer et du cuivre dans les compléments qui sont extrêmement pro-oxydants. La plupart des gens n'en manquent pas et ça crée des problèmes. Donc choisir les aliments bio, on a dit que les pesticides étaient immunodépresseurs, en pratiquant dehors et chez soi des activités physiques. Alors, plusieurs impacts, hein, c'est déstressant, ça augmente la masse musculaire, donc la glutamine, le carburant principal des globules blancs, ça augmente les mitochondries, les centrales énergétiques, donc l'énergie c'est le nerf de la guerre, on en a besoin pour faire des globules blancs et des anticorps. Les gens qui sont fatigués ou stressés, ils ont une déperdition d'énergie, ça les vulnérabilise forcément, puisqu'il faut évidemment de l'énergie pour faire des anticorps et des globules blancs. En réduisant son exposition aux polluants, en optimisant son sommeil, on a vu que ça se passait la nuit surtout. On peut déjà donc fortement réduire le risque que même touché par le coronavirus, l'inflammation menace les fonctions vitales. Aussi, je conseille d'aller au plus près de la nature. D'abord, il y a énormément moins de virus dans la nature, c'est documenté. Les endroits où on trouve le plus de virus, c'est dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, où il y a beaucoup de gens. Et donc, lors du premier confinement, l'interdiction d'aller dans l'espace vert était totalement aberrante, hein. Bon, heureusement, ils n'ont pas réédité la bêtise, mais aller dans la nature, au contraire, c'est là qu'il y a le moins de virus, il y a de l'oxygène, c'est déstressant, il y a ce qu'on appelle des phytoncides qui sont immunostimulants. Ça a été démontré par des études multiples, dont des études japonaises. Je vous signale qu'il y a des livres entiers là-dessus et que c'est devenu tout à fait scientifique. Même les hôpitaux qui sont plus entourés de verdure peuvent enregistrer, objectiver une réduction de la durée des séjours et une amélioration de l'efficacité des traitements, uniquement par la présence de verdure. Donc c'est le moment d'en profiter. Toutes ces mesures sont d'autant plus importantes que l'on est âgé, un homme porteur de pathologie, quelle qu'elle soit. Bon, l'énergie, le nerf de la guerre. Donc pour fabriquer des anticorps et multiplier ces globules blancs, il faut de l'énergie. Malheureusement, rien n'est gratuit. Donc se fatiguer ou laisser le stress dilapider de l'énergie augmente les risques de défaillance des défenses anti-infectieuses. Pour ça, donc, la base de l'énergie stable, c'est éviter les gros repas qui saturent les circuits des centrales énergétiques, les mitochondries. On ne peut pas traiter tout, alors ça fait augmenter le sucre circulant, les triglycérides, ça augmente le surpoids, on fait plus de radicaux libres et on fait moins d'énergie. Privilégier les glucides lents complexes, bon ça c'est pas un scoop non plus, hein, qui donne un glucose circulant stable, vous savez ça. Après au niveau des graisses, hein, je passe rapidement, les graisses saturées, beurre, fromage, l'huile de palme, l'huile de coco qui est à la vogue, c'est une catastrophe. Le régime cétogène, c'est une connerie totale. Bon, je ne le tente pas, mais si vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler. Ça reste des graisses saturées incombustibles, d'accord? Ça augmente la stéatose, l'accumulation de graisse dans le foie, c'est une catastrophe. Par contre, les oméga 3 très désaturés donnent énormément d'énergie, beaucoup plus que le glucose, et on peut faire une huile très simple, hein, au lieu de prendre des capsules. On fait une huile à 2/3 d'huile de lin, très riche en oméga 3. Bon, l'huile de lin pure, ça serait trop, on rancirait sur pied, mais avec 1/3 d'huile d'olive dedans. Tout ça en bouteille de verre parce que les plastifiants passent massivement du plastique dans l'huile. Il faut évidemment que toute huile soit en bouteille de verre. Le plastique devrait être totalement interdit pour tout ce qui est gras. Bon, sinon, vous verrez sur la diapo, il y a d'autres sources d'oméga 3 très intéressantes que vous connaissez, graines de chia, graines de lin broyées, etc. Prendre du magnésium en complément. Le magnésium, c'est le catalyseur universel pour l'énergie. Toutes les étapes qui mènent du glucose ou de la glutamine, là, dans ce cas-là, à l'ATP, sont magnésiodépendantes. Et le magnésium est le régulateur du stress et donc de la déperdition d'énergie sous l'effet du stress. Et bon, on a malheureusement dans cette situation beaucoup de raisons d'être stressé. Toutes les études, les indicateurs des psychiatres montrent que toutes les pathologies psychiatriques ont explosé, y compris chez les enfants, le stress, l'anxiété, etc. Donc c'est le moment de prendre du magnésium, c'est le moment d'aller dans la verdure, c'est le moment de chanter, c'est le moment de faire des trucs qui vous détendent. Sans magnésium, on l'a dit, les calories ne se transforment pas en énergie. Bien respirer, car l'oxygène sert non seulement à brûler les calories, mais à produire des radicaux libres et substances corrosives contre les virus et les bactéries. C'est le deuxième rôle essentiel de l'oxygène. Et là, c'est dans le globule blanc, en présence de fer et de cuivre, on fait des radicaux très efficaces. Les radicaux libres ne sont pas toujours mauvais. Là, ils servent à tuer des bactéries et des virus. Faire du sport, ce qui permet de multiplier les centrales énergétiques,
c'est basique. En plus, ça augmente la glutamine, on l'a dit, le carburant privilégié des globules blancs. Bien dormir, je me répète. Alors, on va voir quelques nutriments qui sont fondamentaux dans ce qu'on appelle l'immunonutrition. C'est une science qui date de plus de 100 ans maintenant, qui a accumulé énormément de données. Il y a des dizaines de milliers d'études qui objectivent qu'il ne faut pas manquer de certaines choses pour avoir de bonnes défenses immunitaires. En tête, la vitamine D. Je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est même officiel. La Haute Autorité de Santé l'a maintenant annoncé. Il faut corriger sa vitamine D pour bien résister au coronavirus. Le rhume, la grippe, les pneumonies frappent plus souvent en hiver quand les taux de vitamine D sont les plus bas. Bon, je vais passer assez rapidement parce que je pense que vous êtes assez au courant, mais la vitamine D permet de créer des peptides antimicrobiens, c'est un co-antibiotique, elle est nécessaire pour différencier les globules blancs. Bon. Elle contribue au maintien de la masse musculaire, dont notre capital glutamine, on a dit, c'est le fuel privilégié des globules blancs. Il y a plein d'études. Il y a plein d'études. Par exemple, une supplémentation chez un groupe de femmes, une seule femme dans le groupe supplémenté attrapait la grippe, alors que dans l'autre groupe, 8, bon, c'est 8 fois plus. On voit l'incidence en fonction du taux de vitamine D, du nombre de grippes. C'est clair, c'est l'hiver que ça explose au moment où la vitamine D chute. Chercheurs japonais chez les enfants, ils reçoivent la moitié d'entre eux un complément de vitamine D de 1200, l'autre moitié 200. Ceux qui ont reçu la dose supérieure ont vu un risque de grippe réduit de 64%. Bon, il y en a encore plein d'autres, méta-analyse, infection respiratoire qui chute de moitié, bon, etc. Je suis obligé de passer parce qu'il y a énormément de choses, mais on va se débrouiller pour vous passer le PowerPoint pour que vous puissiez profiter de tout. Bon. Études montrent sur la population française que jusqu'à 80% des adultes ne reçoivent pas les apports recommandés en zinc. Alors, le zinc, après la vitamine D, ça vous êtes au courant, je pense aussi, c'est le minéral le plus important pour multiplier les globules blancs. Tout ce qui est génétique dépend du zinc et on ne peut pas copier l'ADN qui est nécessaire pour faire des globules blancs sans zinc. On ne peut pas non plus faire de protéines, donc d'anticorps. Les anticorps sont des protéines. Et donc, l'handicap majeur des seniors, on a vu que les seniors dégustaient beaucoup plus que les jeunes dans la Covid, mais c'est général. Il y a une mortalité, la troisième cause de mortalité chez le senior, c'est la pneumonie. D'accord? Donc, après les cancers et les maladies cardiovasculaires, c'est la troisième cause de mortalité normale chez le senior. Là, le problème, c'est qu'avec la Covid en plus, c'est par dizaines de milliers qui décèdent chaque année. Et un des problèmes majeurs, c'est évidemment pas le seul, mais c'est le manque de zinc. 100% des seniors manquent de zinc. Parce que déjà, plus de 80% de la population manque de zinc. Chez les seniors, c'est 100%, et ils absorbent moins bien le zinc. Or, donc, quand on vaccine des seniors sans leur remonter leur zinc, c'est une aberration, parce qu'on ne peut pas remonter les anticorps sans zinc. Ça a été démontré par l'équipe de Herzberg, qui a fait le PNNS, qui conseille le gouvernement. C'est une aberration totale. Là, c'est ce qu'on appelle du technoréductionnisme. Le vaccin, s'il marche, tant mieux. Bon, on n'a pas tellement de recul, on s'est un peu précipité, mais pour qu'il marche, il faut remonter le zinc. Donc, c'est vraiment, ça, c'est une aberration totale. En immunonutrition, on ne peut pas faire l'économie du zinc. Donc, alors, je passe sur les études, il y en a plein. Le zinc, en plus, est antiviral. Alors, par contre, il y a un petit problème quand même, c'est que le zinc est pro-bactérien. C'est un problème, pourquoi? Parce que la surinfection bactérienne, donc si vous voulez, c'est les bactéries qui ont inventé le zinc, l'utilisation du zinc pour l'ADN, d'accord? Elles ont été pendant 3 milliards d'années toutes seules sur Terre avant que les êtres multicellulaires arrivent et que nous, on arrive très tard dans l'évolution. On a reculé de 100 000 ans l'apparition d'Homo sapiens, qu'on a trouvé au Maroc il y a 2-3 ans, un Homo sapiens de 300 000 ans, un peu primitif, mais c'est bien un Homo sapiens. Donc, on est là depuis 300 000 ans. Les bactéries, elles sont là depuis 4 milliards d'années, d'accord? Donc, c'est elles qui ont inventé toute notre biochimie. Et en fait, on est un paquet de bactéries qui se sont différenciées. Et donc, si vous prenez du zinc pendant une infection bactérienne, les bactéries elles vont capter le zinc avant vous et elles vont se multiplier grâce au zinc. Donc, c'est un paradoxe. Il y a un paradoxe du zinc.
c'est qu'il est antiviral, il est indispensable, c'est le minéral le plus important contre les virus et les bactéries, mais pendant une infection bactérienne ou une infection virale à risque de surinfection bactérienne, comme la grippe par exemple, où c'est très fréquent, il y a des pneumonies multifactorielles, eh bien, on ne peut pas donner le zinc. D'accord? Donc vous verrez que dans un complément que je vais citer tout à l'heure, il n'y aura pas de zinc. Le zinc est essentiel en prévention, mais doit être suspendu pendant l'infection, surtout chez les bactériennes. Alors maintenant, ça pose un autre problème, c'est que combien de gens en Covid ont une surinfection bactérienne? On a des études maintenant, avec un recul entre 7 et 15%. Alors le problème, c'est que sans zinc, la personne qui a un Covid même sévère ne peut pas bien se battre contre les virus. Alors, est-ce qu'on va défavoriser 90% à 85% des gens qui ont la Covid sans surinfection? Ça pose problème. Donc, si vous voulez, je pense que là, on a un cas de conscience. En cas de Covid grave, il faut quand même donner le zinc, sauf en cas de surinfection bactérienne. C'est un peu délicat, mais je vous ai situé un peu le problème. Je pense que vous avez compris. Bon, après le zinc, il faut qu'il soit biodisponible. On a des études là-dessus comparatives, que c'est le citrate ou le picolinate. Je vous cite ce complément parce qu'il contient aussi du coenzyme Q10 et que ça remonte l'énergie, qu'en ce moment, c'est peut-être aussi une bonne idée. Après, alors, la vitamine C et la vitamine E, qui jouent de nombreux rôles dans l'immunité, bon, je vais passer assez vite, mais je pense que vous êtes déjà au courant. Le mécanisme principal est qu'elle aide à recycler le glutathion. Le glutathion, c'est un tripeptide qui allume les globules blancs. Ça a été découvert en particulier par Montagnier, le découvreur du virus du sida, qui a eu le prix Nobel pour ça. Quand le glutathion baisse, même sans virus, les lymphocytes ne marchent plus. Bon. Donc, il faut des antioxydants pour recycler le glutathion pour que le lymphocyte continue à fonctionner. C'est fondamental. En plus, les globules blancs brûlent de la vitamine C en présence de fer pour faire des cartouches contre les virus. Donc, tout ça fait qu'il faut donner de la vitamine C, de la E. Je vous donne dans les dias, vous le verrez plus tard, des sources alimentaires, le kiwi, tout ça. Mais évidemment, on peut en prendre en complément, surtout que on montre qu'avec des compléments de 500 mg par jour, on a des réductions de risques viraux beaucoup plus efficaces, à condition de donner des doses élevées et d'arriver à temps. Si on attend une infection virale pour commencer, le résultat est moins efficace. Donc, c'est intéressant aujourd'hui, on va revenir après sur la pratique, c'est moi ce que je fais actuellement, je vous le dis, c'est simple, je prends 125 mg de vitamine C toutes les heures et 250 mg en fin de repas. C'est la pharmacocinétique optimale de la vitamine C et ça permet d'avoir cet effet-là en préventif. Évidemment, il y a d'autres choses à prendre, on ne va pas tout faire avec la vitamine C. Donc, bon, vous avez toutes les études qui sont là, réduction de la mortalité par pneumonie. Bon. Alors après, pour avoir plus de glutathion, l'allumeur des globules blancs, il faut un nutriment qui s'appelle la N-acétylcystéine, d'accord, qui est l'élément limitant de ce glutathion. Donc, on peut l'inclure dans les compléments d'immunonutrition. Quand le taux de glutathion est réduit, on l'a dit, l'activité du lymphocyte s'arrête et il meurt. Il devient ce qu'on appelle du pu, un pyocyte. Bon, donc, c'est découverte. Donc, le principal à retenir, c'est que pour remonter le glutathion, qui est l'allumeur des globules blancs, il faut la N-acétylcystéine, un acide aminé qu'on peut prendre en complément. Bon, il existe évidemment dans l'alimentation, mais en ce moment, on en a besoin de plus. Et il faut la vitamine C pour le recycler. D'accord. Par ailleurs, la vitamine C est antivirale et elle fabrique des cartouches avec le fer dans le globule blanc. Donc, pour toutes ces raisons, c'est la raison pour laquelle on prend de la vitamine C toutes les heures. Pourquoi on n'en prend pas plus et moins souvent? C'est que si on en prend plus, ça fait un effet laxatif et c'est moins absorbé. Donc, c'est des études pharmacocinétiques qui impliquent ce protocole. Quand la pandémie va disparaître, je vais repasser à toutes les 2 heures, progressivement, à toutes les 3 heures. Voilà, on n'a plus besoin d'en prendre toutes les heures. Mais depuis un an, voilà, il faut en prendre toutes les heures. On passe là-dessus. Donc, vous aurez les études sur le glutathion. Donc, après, la glutamine, c'est l'élément principal, mais ça, je l'avais annoncé, le carburant principal des globules blancs. Quand on est attaqué, comme on manque de glutamine et qu'il faut beaucoup d'énergie pour les globules blancs, on détricote le muscle pour libérer la glutamine, ce qui est complètement stupide. C'est pour ça que les gens maigrissent
en cas d'infection chronique. Le sida, c'est une maladie de la maigreur, mais dans toutes les maladies où les globules blancs sont augmentés pour défendre, que ce soit contre une maladie inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde, le cancer, les gens meurent de cachexie. Ils ont leurs muscles qui font et ils meurent en fait pas de leur cancer, ils meurent de l'épuisement. Ils sont vidés parce que le système inflammatoire, via une cytokine qui s'appelle TNF-alpha, qu'on appelait la cachectine quand j'ai fait mes études de médecine, détricote le muscle pour libérer la glutamine. Donc évidemment, c'est fondamental, c'est le pilier de l'immunonutrition. On va donner la glutamine pour éviter ce détricotage du muscle et fournir de l'énergie suffisante aux globules blancs pour qu'ils se multiplient, qu'ils fassent des anticorps. Mais vous savez qu'une fois que le virus est dans la cellule, l'anticorps ne peut plus rentrer. Et donc, c'est des cellules cytotoxiques, des globules blancs spéciaux, un CD8, qui vont tuer les cellules infectées par le virus. Donc, tout ça requiert de la glutamine et donc de garder sa masse musculaire plutôt que de détricoter sa masse musculaire. C'est pour ça qu'on va donner la glutamine pour éviter cette dégradation du muscle qui va épuiser la personne et la mener au décès. Bon. On a énormément d'études sur cette glutamine avec des résultats absolument spectaculaires. Réduction de la mortalité à court terme à l'hôpital de 32%. On a des tas de méta-analyses. C'est surtout utilisé en service de réanimation dans les cas de patients très intenses qui sont vraiment à risque de mourir. Et ça a réduit chez ces patients très graves jusqu'à 70% la mortalité. Là, de 75%. Méta-analyse de 7 études, 16 études. Méta-analyse, ça veut dire synthèse. Il y a même comme ça coûte cher la glutamine, la question s'est posée aux autorités de santé publique et dans une étude italienne incluant 230 services hospitaliers qui ont traité 77 000 patients, ils ont démontré une économie de 5 000 € par patient avec l'utilisation de la glutamine. Bon, sans compter les vies sauvées, etc. Bon, donc, si vous voulez, c'est vraiment, ça c'est le pilier mais de l'immunonutrition, mais évidemment, c'est l'ensemble qui compte. Le zinc, la vitamine D, la N-acétylcystéine, la vitamine C, tout ça s'intègre sous la forme de conseils alimentaires. Et bon, arrive aussi là-dessus les polyphénols pour plusieurs raisons. Les polyphénols, chélatent le fer. On a dit le fer est un violent pro-inflammatoire et un proliférateur du virus. Donc on l'a dit, ce n'est pas le moment de manger de la viande à moins qu'on soit carencé en fer, d'accord? Et parce que c'est paradoxal, le fer est aussi nécessaire à l'immunité, donc il ne faut pas d'un côté en manquer. Mais combien de gens manquent de fer dans la population? Étude Épifère en France, 23% des femmes et quelques pourcents des hommes. Donc, si vous voulez, la majeure partie des gens, 67% des femmes et 95 et plus % des hommes, ne manquent pas de fer. Et même, il y a beaucoup plus de gens surchargés en fer. Donc, il faut vraiment un diagnostic, il faut faire la ferritine pour savoir si les gens manquent de fer. Et à ce moment-là, ils peuvent relever de consommation de viande rouge à midi, pas le soir, on l'a dit. Bon. Les polyphénols, eux, sont puissamment, on va dire, anti-inflammatoires, chélatent le fer. Ils ont des actions antivirales documentées. Une dose de tas par jour réduit de 38% le risque d'attraper la grippe, etc. Bon, vous verrez toutes les études, je ne peux pas les détailler. Voilà. Un autre polyphénol très important, c'est l'hydroxytyrosol de l'huile d'olive, qui est très très bien absorbé et qui a un puissant effet aussi antiviral. Donc, utiliser l'huile d'olive, mais ça, je pense que tout le monde est au courant, modèle méditerranéen, c'est très intéressant. En plus, l'huile d'olive vierge, bien trouble, riche en polyphénol. Et sinon, il y a beaucoup d'hydroxytyrosol aussi dans les olives, tout simplement. Le seul inconvénient des olives, c'est qu'elles sont très salées. Il faut les dessaler avant de les consommer ou les tapenades. Voilà. Après, les probiotiques, vous vous en doutez, ont un rôle. Bon, je vais m'attarder juste sur cette dia. Regardez ça. Une équipe européenne associant l'hôpital Necker et l'université d'Utrecht a calculé qu'une supplémentation systématique en probiotiques en France pourrait faire une économie de 2,4 millions de journées d'infection, 300 000 prescriptions d'antibiotiques, 600 000 arrêts de travail, etc. Bon, c'est hallucinant. Et c'est mal fait. La plupart des gens, comme vous le savez, ont des dysbioses. Mais bon, en fait, ce qui compte pour la flore, c'est de bien manger, d'accord?
Ce qui favorise une mauvaise flore, c'est de bouffer trop de viande, le fer qui fait proliférer les bactéries pathogènes, manger trop de sucre rapide qui favorise les bactéries, les graisses saturées, l'alimentation ultra transformée industrielle. Alors que les végétaux, les fibres nourrissent la flore, vous savez tout ça, les polyphénols, le zinc, les oméga 3 ont un effet positif sur la flore. Donc prendre des probiotiques, ça peut être de bonne guerre au début, mais ce qui compte, c'est de bien manger, parce que les bactéries qui sont dans votre côlon se nourrissent les premières, avant vous, d'accord? Et donc, vous êtes le jardinier de votre flore. Il faut enseigner ça à vos patients. Être le bon jardinier de sa flore, c'est manger de la viande que pour ses besoins en fer, éviter les produits industriels, ça vous en doutez, et manger beaucoup de végétaux riches en fibres et en polyphénol. En pratique, donc, au-delà d'une alimentation anti-inflammatoire et bio, pesticides immunosuppresseurs, c'est encore pas bien connu, ça, il faut vraiment insister là-dessus. La restauration d'une flore, ça, c'est pas un scoop. Assainissement de son environnement, hein, les polluants sont inflammatoires et favorisent le décès. On a même des études qui montrent que la pollution aérienne augmente le décès. Études en Chine, études en Italie, il n'y a aucun doute là-dessus. Plus il y a de polluants dans l'air, plus les gens meurent de la Covid. Ça enflamme le tube digestif, ça le fragilise et c'est comme cette maladie pulmonaire. Ça favorise la détresse respiratoire et l'orage cytokinaire. Pratique quotidienne d'activité physique, mieux dans la verdure, hein, aller en forêt, c'est le moment. Bonne gestion de son énergie et de son stress, vous l'avez compris. Optimisation du sommeil, qui est le moment stratégique pour se défendre sur le plan immunitaire, réduire l'inflammation, réparer tout le système. Complémentation de base pour renforcer ses défenses. Contre le coronavirus, comprend donc un complexe contenant du zinc, mais en prévention, hein. C'est contre-indiqué en cas de surinfection bactérienne, attention. Bon. De la vitamine D, vous l'avez compris. Bon, l'idéal, ça serait de faire un dosage plasmatique pour savoir exactement combien de corriger. Mais bon, sinon, on donne environ 3000 unités par jour, ou c'est moins astreignant puisque c'est liposoluble, on peut le donner par semaine, 20 000 unités. Il faut le prendre avec des graisses, la vitamine D est liposoluble, mal absorbée sans graisse. Et le soir, ça marche mieux, il y a une chronobiologie de la vitamine D, ça ferait mieux la parathormone, mais bon, ce n'est pas tellement le sujet mais pour l'immunité, mais bon, autant la prendre le soir. C'est plus simple pour une femme, pour la maîtresse de maison, elle va faire la vitamine D pour toute la famille tous les dimanches soirs, par exemple, d'accord? Et on n'en parle plus jusqu'à la semaine suivante. De la vitamine C toutes les heures, donc à l'heure actuelle, hein, quand ça ira mieux, on va espacer, il ne faut pas arrêter brutalement, il y a un effet rebond. Quand on prend plus de vitamine C, elle est éliminée plus rapidement par le rein et il peut y avoir une dépression secondaire. Donc, il faut progressivement, on passe à toutes les heures, à toutes les 2 heures, à toutes les 3 heures, sur quelques jours, on diminue la vitamine C, mais pas brutalement. L'élément clé de l'immunonutrition, c'est la glutamine, mais c'est des doses pharmacologiques, hein. C'est des doses inatteignables par l'alimentation. Donc là, on est obligé de recourir à un complément. Malheureusement, il n'y en a pas énormément sur le marché. Il y a un complément spécialisé en immunonutrition qui s'appelle Physiomance Nutristim. Il y a 7,5 g de glutamine avec la N-acétylcystéine pour le glutathion, des polyphénols et en fait tous les autres nutriments nécessaires à l'immunité, sauf le zinc. Vous l'avez compris, on ne peut pas mettre le zinc dedans parce que si on veut soutenir pendant une infection bactérienne un patient, on ne peut pas mettre le zinc dedans. C'est paradoxal, je le répète. Le zinc est dans un autre complément de prévention. Il faut pouvoir le suspendre s'il y a un risque bactérien ou une infection bactérienne. Donc pendant l'épidémie, hein, la dose préventive pour quelqu'un qui n'est pas malade, c'est ce 7,5 g par jour. En cas d'infection, il faudrait en prendre 2 fois plus. Dans certains cas graves, on devrait en augmenter la dose, mais malheureusement, dans les cas graves, les gens sont en réa. Ils ne peuvent plus avaler le complément, hein. Donc, les hospitaliers peuvent utiliser une solution parentérale qui va apporter tout ce mélange en perfusion. Ça existe. Ça s'appelle justement l'immunonutrition, mais elle est beaucoup plus développée dans les pays du Nord, Scandinavie, en Australie, au Japon, que chez nous. Où malheureusement, en Italie, l'Italie est beaucoup plus avancée que nous sur ce terrain. On a vu la méta-analyse tout à l'heure, où ils ont même estimé que ça réduisait de 5 000 € le coût de chaque patient qui passe en soins intensifs, alors qu'en France, j'ai repéré une demi-douzaine de services de pointe qui utilisent ce protocole
Mais vous voyez, ça reste encore trop mal connu. Et pourtant, malheureusement, on en a vraiment besoin en ce moment, hein. C'est le moment ou jamais. Ne jamais prendre d'INS ni d'aspirine qui aggrave la situation. Bon, ça augmente l'inflammation en fait. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle des COX-IB, inhibition de la cyclooxygénase, hein. C'est la cascade de l'acide arachidonique. Je ne sais pas si vous visualisez un petit peu. Bon, l'acide arachidonique qui est dans la viande peut être oxydé, faire des prostaglandines violemment pro-inflammatoires. Si on bloque ça avec l'aspirine et les INS, on est censé avoir une action anti-inflammatoire. Mais ça favorise en fait la cascade de l'autre côté, ce qu'on appelle les lipoxygénases, qui donnent des leucotriènes, et ça peut aggraver les choses. C'est comme ça que le Vioxx a tué plein de gens et qu'on l'a retiré du marché. D'accord. Donc attention, hein, l'INS est dans le tiercé de tête des médicaments qui tuent. En cas de prise de paracétamol, bon, c'est logique, si on a de la fièvre, on a mal, on prend du paracétamol, ça marche bien. Seulement, le paracétamol effondre le glutathion, ça veut dire il vous vulnérabilise par rapport aux infections, puisqu'on l'a dit, le glutathion, c'est l'allumeur des globules blancs. Donc, si on prend du paracétamol, pourquoi pas? Il faut absolument prendre la N-acétylcystéine, la vitamine C avec, si on ne veut pas avoir la dépression immunitaire. En plus, le glutathion, c'est le détoxifiant universel. Ça vulnérabilise contre tout polluant qui joue un rôle très important dans l'inflammation. Je vous, très rapidement, rappelle quelques notions pratiques, hein. Le virus a une durée de vie de 2 à 6 jours sur le plastique. Donc, quand vous recevez un colis, il faut se laver les mains, le laisser reposer un petit peu avant de le toucher. 5 jours sur le verre et la céramique, l'acide inoxydable de 3 à 5 jours sur l'alu du 2-8 heures. Il survit 24 heures sur le carton, etc. Bon, vous avez les références. Bon, évitez de toucher les poignets, où il faut absolument se relaver les mains après, ne pas porter ses doigts à la bouche et au visage. On voit les gens avec leur masque comme ça, en dessous du nez, ça ne sert à rien, qui touchent tout, c'est hallucinant. L'éducation a mal été faite, et c'est pour ça que même malgré le confinement, on subit une troisième vague, parce que, les infos cruciales ne sont pas vraiment données, hein. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai une étude coréenne qui montre qu'on a une transmission du virus à 8 mètres de distance, hein. On préconise une distanciation d'1 mètre, c'est ridicule, c'est ridicule. D'accord. Donc, on a un problème dans la réalité de la dangerosité du virus n'est pas du tout transmise. Et deuxièmement, surtout, tout ce qu'on vient de voir, à part la vitamine D, je crois que tout le monde est au courant, le reste, même le zinc pour l'efficacité du vaccin, personne n'en parle ou presque en France. C'est catastrophique. Je vais vous mettre quelques liens sur lesquels on a fait de l'information, mais ça reste catastrophique. Les gens ne sont pas renforcés. Bon, donc là, vous avez un certain nombre d'outils qui permettent aux gens de se renforcer. Donc oui, le virus reste en suspension 3 heures dans l'air, peut être transmis à 8 mètres de distance. Ceci implique de porter un masque en continu dans tout milieu fermé. Bon, en plus, les masques sont plus ou moins validés, même si la concentration virale est beaucoup plus faible qu'en milieu où on soigne des patients atteints. Bon. Petit clin d'œil, hein, nous avons l'occasion de vivre des moments différents qui peuvent donner durablement envie de vraie vie, comme le disait Edgar Morin, notre philosophe principal aujourd'hui, qui a plus de 90 ans et qui continue à nous apporter des outils de mieux vivre. Il nous conseille de prendre le temps de regarder, d'en profiter pour apprendre, partager, créer, etc. Bon. Oui, 50% de patients guéris de formes bénignes sont encore contagieux dans la semaine qui suit leur guérison. Bon, on sait maintenant que même les gens vaccinés restent contagieux. Bon. Donc, si vous voulez, ça implique de prendre des mesures beaucoup plus sérieuses que celles qu'on prend actuellement. Mais bon. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis quelques liens. Vous ne pourrez peut-être pas tous les noter, mais bon, si vous tapez sur Google « Oui, demain », c'est une revue, vous avez dopé votre système immunitaire, je pense que ça sort. Mon site, lanutrithérapie.fr, il y a 2 articles, les 2 derniers sur le coronavirus. Vous avez un article très général et vous avez un article beaucoup plus technique où on parle même des perfusions en soins intensifs, hein. Bon. Voilà. Et puis, sur l'inflammation, il y a une vidéo, ma vidéo la plus célèbre, hein, qui a été visionnée par plus de 600 000 personnes. C'est les clés de l'alimentation anti-inflammatoire. Ça, c'est le moment de la diffuser. Sinon, je viens de sortir un livre avec des recettes. Bon, ça, c'est un peu un clin d'œil, hein, sur la cuisine de l'immunité. Bon, c'est clair que uniquement avec des recettes, on ne va pas faire grand-chose, mais c'est déjà très important d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Je pense qu'en tant que naturopathe, vous en êtes conscient. On a vu que c'est très important pour la flore
qui peut être inflammatoire ou anti-inflammatoire. Et par ailleurs, il y a un petit chapitre très succinct sur les compléments, mais bon, dans ce cas-là, c'est trop grave, on ne peut pas se passer des compléments. Bon. J'ai fait un livre beaucoup plus technique déjà en 2011, bien avant la Covid, donc sur l'immunonutrition. C'est un livre qui en ce moment est un peu difficile à accéder parce que voilà, il y a une grosse demande dessus, mais j'ai vu qu'il était encore en circulation. Alors bon, ça c'est pour l'immunonutrition. Si vous voulez aller plus loin en nutrithérapie, bon, vous savez que ça fait 30 et quelques années que je développe la nutrithérapie dans pas mal de pays. On est à la 5e édition du manuel pour les thérapeutes qui s'appelle Nutrithérapie. Là, il fait 2 volumes en 1200 pages, bon, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et sinon, vous avez des formations. Par exemple, il y a 2 jours sur l'immunité que vous avez online, puisque maintenant le présentiel est supprimé. Et puis, bon, si vous voulez vous intéresser à vous investir plus dans la nutrie, mais il y a maintenant une association qui réunit les nutrithérapeutes. Voilà. Merci pour votre attention. Bon, j'aimerais savoir si vous voulez recevoir le PowerPoint, vous pouvez éventuellement m'envoyer un petit mail. Bon, à Jean-Paul Curté, c'est simple, mon adresse c'est Jean-Paul Curté, tout collé, sans point ni rien, @gmail.com. Voilà, je ferai mon possible pour envoyer à ceux qui sont très motivés le PowerPoint. Sinon, je vais passer à Alexandra aussi, qui peut vous le diffuser, je pense. Merci, merci docteur Curté. Je vous ai copié quelques liens. Effectivement, comme ça a été dit à plusieurs reprises, c'est compliqué de trouver votre ouvrage en ce moment, mais voilà, je puis quand même vous copier le dernier ouvrage sur voilà, l'immunité, le programme que vous avez écrit, et puis l'autre ouvrage un peu plus compliqué, mais la cuisine, il vient de sortir, donc ça, c'est sûr, il est très voilà, accessible. la cuisine de l'immunité, il n'y a pas de souci, je vous ai copié le lien. Celui qui est un peu plus ancien est un peu plus difficile à se procurer en ce moment, paraît-il. Bon, je ne suis pas. Je vous confirme, docteur, c'est un peu plus compliqué. D'accord, bon. D'accord. Je vous ai également copié le lien du centre de formation en nutrithérapie et phytothérapie appliquée, le CFNA. C'est pour vraiment les gens les plus motivés. Vous pouvez prendre, par exemple, que les 2 jours sur l'immunité et le cancer, ou que 2 jours sur le cardiovasculaire, bon, après, évidemment, il y a toute la formation complète, mais bon, je crois que vous avez déjà une formation de base assez complète, donc bon, après, c'est une possibilité. On pouvait éventuellement je vais essayer de vous 2 copier. formations pour ceux les plus courageux pourraient faire naturo et nutri, mais bon, pourquoi pas. Oui, mais après, est-ce que vous avez des questions? Vous en avez, docteur, actuellement des adhérents du syndicat qui sont dans le centre de formation. J'ai eu les d'accord, je ne savais pas. Donc, a priori, vous avez déjà des naturaux courageux. Ah bon, bah alors. Et après aujourd'hui, il y en aura encore d'autres, parce que j'ai plein de merci de la part de tout le monde. C'était passionnant. Merci Évidemment, beaucoup. c'est toujours trop court. Oui. C'est toujours trop court. On comprend que des 3 quarts d'heure ne suffisent pas pour expliquer quelque chose qu'il faut beaucoup plus de temps. Donc, il y a beaucoup de remerciements. Le mien, principalement. Nous, on a eu la chance de les trouver, vos livres, donc on ne passe pas à les avoir tous, mais je crois que le premier que vous avez écrit, je l'ai. Et après ça, on en a acheté toutes les différents qui venaient par la suite. Il y a ma femme qui est en train de dire oui, on les achète au fur et à mesure qu'ils sortent. On est des grands fans de Jean-Paul Curté, et j'espère que tous les autres qui sont là aujourd'hui et qui verront les replays, ils deviendront sûrement vos grands fans aussi. C'est gentil. Docteur, on avait une petite question. Oui, si vous avez une question de Julie, parce que je sais que vous aimez bien répondre aux questions. À partir de quel âge vous recommandez la supplémentation possible pour les enfants et les adolescents, s'il vous plaît? Alors, en fait, tout ce que je viens de dire là peut être donné à peu près à tout âge, sauf la vitamine C chez les nouveau-nés, parce que les nouveau-nés, dans les premières semaines, ont une hémolyse et donc du fer libre circulant, et la vitamine C avec le fer, c'est pro-oxydant. Donc, il y a une contre-indication de la vitamine C chez les tout-petits. Mais chez tous les autres, y compris les prématurés, on peut donner tout ça. Et d'ailleurs, là, il y a des études que vous trouvez. Si vous avez envie aussi de fouiller les études, vous allez sur le site de référence, 30 millions d'études publiées médicales, ça s'appelle PubMed, c'est l'INSERM américain, le NIH. Vous tapez les mots-clés, évidemment, tout est en anglais, mais bon, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et vous verrez qu'il y a des études d'administration de glutamine chez le prématuré qui sont tout à fait efficaces.
septicémie du prématuré, par exemple, avec des résultats tout à fait parlants. Merci bien. Ensuite, on avait une question spécifique sur est-il possible de recommander de la glutamine après un accident vasculaire cérébral de mémoire? Parce que je ne le vois plus, il est noyé dans tous les Oui. chats. Alors, en cas d'accident vasculaire cérébral, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Dans l'accident vasculaire cérébral, déjà, si vous voulez, il y a une chose extrêmement importante, c'est de savoir si on a un AVC thrombotique avec un bouchon de plaquettes ou hémorragique. Parce que les deux attitudes sont totalement opposées. En cas de thrombotique, on va prescrire par exemple de l'ail, du curcuma, des fluidifiants sanguins, alors que dans l'hémorragique, ça sera contre-indiqué. Donc, il faut un diagnostic, c'est très important. Après, il y a des choses communes, c'est des neuroprotecteurs, comme la acétyl-L-carnitine, l'alpha-lipoïque, les vitamines B1 solubles, le coenzyme Q10, je pense que vous connaissez tout ça, ce sont de très puissants neuroprotecteurs qu'on donne dans tous les cas où il y a du tissu noble qui est menacé. La glutamine n'a pas un impact direct sur l'AVC, d'accord. Ça soutient l'immunité, ça soutient la barrière digestive, parce que la glutamine est aussi un nutriment des entérocytes. Donc, en cas d'inflammation digestive, la glutamine est utile. Par contre, il faut le savoir, la glutamine est totalement contre-indiquée en cas de cancer. Pourquoi? Parce que malheureusement, les cellules cancéreuses utilisent de manière privilégiée, comme le glucose, comme les acides gras saturés, comme la glutamine. Les cellules cancéreuses sont, entre guillemets, malignes, et donc il ne faut pas les nourrir. Donc la glutamine, malheureusement, ne peut pas être donnée chez un cancéreux. Alors, ça pose un problème. Admettons qu'on ait un cancéreux qui a la Covid et qui est en réa. Évidemment, on ne va pas le laisser crever de sa Covid. On va lui donner de la glutamine, mais de manière ponctuelle pour le sauver de la Covid, mais on va devoir arrêter très vite parce qu'on ne veut pas nourrir son cancer. Mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là, il y a urgence. Cette histoire nous place dans des situations un peu particulières. Je l'ai évoqué pour le zinc, d'accord. C'est pareil pour la glutamine. Il va y avoir un problème éthique, si vous voulez. On va être obligé moi, je pense qu'il faut dans ce cas-là, évidemment, donner la glutamine pour pas que les gens meurent, mais l'arrêter dès qu'on peut pour ne pas favoriser la prolifération de la tumeur ensuite. Merci, docteur. Effectivement, de toute façon, ce sera pas nous, naturaux, non médecins, mais ce sera vous, les médecins à orientation naturelle, qui pourrez accompagner ce genre de choses. Mais merci d'avoir pris le temps de nous expliquer pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a une qui demande si les quantités sont les mêmes, du coup, pour les bébés. Ah non, bien sûr. Alors, bien sûr, merci pour la question, Monsieur Ditiola. C'est évidemment, il y a une règle. C'est une règle dans tous les médicaments de pédiatrie, c'est que la dose adulte est conçue pour 60 kg standard. C'est une dose faible dans la réalité, mais bon, malheureusement, maintenant, aujourd'hui, vous savez que plus de la moitié des Européens sont en surpoids. Il y a plus de gens en surpoids en Europe maintenant que de gens pas en surpoids. Bon. Mais ceci dit, donc, pour les pharmacologues, la dose adulte, c'est 60 kg. Donc, on divise par 60 et on remultiplie par le poids de l'enfant. D'accord? Donc, c'est la règle, une règle de 3 qui permet de déterminer la dose pédiatrique à tout âge. Merci bien. Après, il y a des questions sur demander votre avis sur certains compléments alimentaires. Le docteur Curté ne va pas spécialement donner d'avis sur certains compléments alimentaires. Il n'est pas là pour ça. Première règle, ce n'est pas de mettre de fer ni de cuivre. Vous avez compris, le fer est un proliférateur de virus très violemment pro-inflammatoire. On ne devrait jamais avoir de fer et de cuivre dans les compléments. Jamais. Ça, c'est la première règle. Après, il faut que les minéraux soient biodisponibles, c'est-à-dire absorbables. Il y a des études là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de vitamine A qui est tératogène. Il faut que l'AE soit naturel parce que l'AE synthétique est inflammatoire. Il y a des critères. Il faut retrouver tout ça, par exemple, dans le livre sur la nutrithérapie. C'est expliqué. Bon, les règles de choix qui vous permettent de faire des choix. Parce que malheureusement, il y a énormément de compléments alimentaires. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a carrément des délétères. Donc, il faut quand même avoir quelques critères pour choisir. Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que l'on peut donner du glutathion liposoluble, docteur? Alors, ça ne sert à rien, c'est cher, et ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le glutathion est un tripeptide et il est digéré dans le tube digestif. Donc, si vous voulez, c'est une sorte d'arnaque commerciale, excusez-moi, mais il faut donner la N-acétylcystéine. De toute façon, le glutathion est un tripeptide. Glutamate,
cystéine, glycine. On ne manque pas de glycine ni de glutamate, on en a même tendance à avoir trop. On déconseille le glutamate qui est neurotoxique, comme l'additif MSG, le monosodium glutamate, qui peut donner des troubles. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, si vous voulez, ce qui compte, c'est l'acide aminé soufré, qui est ce qu'on appelle l'acide aminé limitant, qui est très vulnérable à l'oxydation. C'est pour ça qu'on le met sous forme N-acétyl pour le stabiliser. C'est un truc très banal. Vous l'avez comme broncholytique parce que ça augmente l'expectoration. Vous connaissez Exomuc, Fluimucil, tout ça. Bon, c'est un truc très banal, mais qui est donné en médecine que pour la toux, alors que c'est un nutriment extrêmement essentiel pour allumer les globules blancs, vous l'avez compris. Par contre, pour que ce glutathion marche, il faut qu'il soit réduit. Et pour le réduire, il faut des antioxydants. En fait, tous les antioxydants marchent ensemble. La C avec la E, les caroténoïdes qui fonctionnent à d'autres niveaux, le sélénium, les polyphénols, tous ces antioxydants marchent en famille, pas tout seul. Mais le prioritaire pour recycler le glutathion, c'est la C. C'est pour ça qu'on en prend autant. J'ai expliqué le protocole, 125 mg toutes les heures. Préférez la vitamine C à avaler que la vitamine C à croquer parce que l'acidité de l'acide ascorbique sur l'émail à longue, ça peut être pas très bon pour l'émail. Voilà. Après, la vitamine C, elle peut être synthétique ou naturelle, ça ne change rien, c'est la même molécule maintenant. Maintenant, la C synthétique, elle est un peu plus acide. La C naturelle contient des polyphénols comme la cérola, c'est plus sympa, c'est moins acide, mais bon, on fait son choix, on n'a pas d'obligation. La E, on a une obligation parce que la E synthétique effondre une famille qu'on appelle gamma-tocophérol, qui est absolument essentielle dans la lutte contre l'inflammation. Et donc, la vitamine E synthétique a un effet pro-inflammatoire. Et ça, c'est totalement inacceptable, évidemment. Merci infiniment, docteur. Je pense qu'on va pouvoir vous libérer parce que voilà, vous avez énormément de remerciements dans le chat. Effectivement, le docteur Curté est un puits de science. Je vous ai copié le lien du centre de formation si jamais vous voulez aller faire juste les 2 jours au niveau de l'immunité ou aller un peu plus loin. Il nous a prévenu, c'est péchu, le programme pédagogique, donc il faut s'accrocher pour suivre le programme. Mais on y arrive, a priori, docteur, vous nous le confirmez? Oui, écoutez, on a fait les choses les plus claires possibles, avec beaucoup de schémas, avec théoriquement, même qu'une personne qui n'a aucune formation en santé peut suivre le cours. Évidemment, ce sera plus difficile que pour un médecin ou un naturopathe qui a déjà une formation, mais c'est faisable. Bon, après, voilà, c'est une question de motivation. Moi, je pense que voilà, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, testez-le sur vous-même, sur vos proches, sur vos patients, regardez ce que ça donne, et c'est ça la motivation, c'est l'expérience. Einstein disait, on n'apprend rien par l'information, ce qui compte, c'est l'expérience. Voilà. Donc, faites l'expérience, voyez ce que ça donne, et à partir de là, je pense que ça motive pour aller plus loin. Et bon, après, pas à pas, on y arrive, je pense, il n'y a pas de problème. Écoutez, merci infiniment, docteur. Bonne route. Effectivement, voilà. Vous pourrez retrouver le docteur Curté en replay parce qu'il y a des personnes qui sont déçues, qui sont arrivées un peu tard. C'est bien que vous ayez enregistré. Ne vous inquiétez pas, il y aura le replay. Voilà. Merci bien, docteur. On vous libère. Je vais juste présenter le programme pour les prochains jours si vous souhaitez rester avec nous. Donc, on a eu la chance ce week-end d'avoir des conférenciers de renom. Merci pour votre présence parce qu'on a été nombreux à tourner en cette journée. Merci pour votre bienveillance auprès de nos conférenciers. Donc, certes, on a des conférenciers exceptionnels, mais merci pour vos questions extrêmement pertinentes qui ont pu stimuler nos conférenciers. On n'en doutait pas avec Mimo que les naturaux ont le potentiel de poser des questions stimulantes pour nos conférenciers. Mais merci infiniment.